au nord-est de la Centrafrique, disait la rébellion est composée à 70% de Tchadiens, à 20% de Soudanais et 10% de Centrafricains. Ben là, on sait qu'il y a des Tchadiens, mais pourquoi est-ce que le conflit s'est transformé d'un conflit pour chasser le président Bozizé à une guerre de religion entre les musulmans et les chrétiens? Personne qui connaît l'importance, qui a fait des études et qui connaît l'importance de ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que l'accession à un pouvoir par la démocratie, cela ne m'avait pas plu. J'étais très déçu de ce qui s'est passé parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'est comme si c'est un cycle qu'on ne peut vraiment pas interrompre. Chaque fois qu'on organise des élections et puis on dit bon ça va aller et puis c'est par un coup de force qu'on renverse un pouvoir. Parce que le fait que aujourd'hui la RCA parmi tant de pays démocratiques a une constitution et que la constitution a été votée par tous les Centrafricains, je pense. Et cette constitution, normalement, doit être respectée. Ce qui veut dire que pour prendre le pouvoir en RCA, on doit aller obligatoirement par des élections. Ceci étant, je dirais que ma colère est aussi apaisée dans le sens où, vu que le régime qui a été renversé, le régime du président Bozizé. Bonjour chers auditeurs de la Jambo News Channel et bienvenue à cette émission dont le sujet principal est la crise en Centrafrique. Comme à l'accoutumée, je suis Jocérande Zabarbé pour coordonner cette table ronde et j'ai avec moi deux Centrafricains avec lesquels nous allons débattre sur la situation chaotique et génocidaire que vit la Centrafrique depuis le coup d'État de mars dernier. Je vais sans plus tarder vous présenter nos invités. J'ai à ma droite Rodrigue Saturnin Omero Barbé. Vous êtes diplômé des études approfondies en art du spectacle et actuellement vous êtes en train de finir une thèse en littérature et art de la scène et de l'écran à l'université Laval. Bonjour Rodrigue. Bonjour. Est-ce que je vous ai bien présenté? Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. À ma gauche, j'ai José Constant Grembe Basinga. Vous êtes diplômé en droit et actuellement vous êtes étudiant à l'École nationale de l'administration publique de Québec. Bonjour José. Oui, bonjour. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Non, ça va. Tant mieux. Chers auditeurs, pour vous, nous allons rappeler un peu les faits. C'était le 20 août 2012 que se constitue en République centrafricaine une coalition hétéroclite de mouvements armés nommée la Séléka. Séléka qui en langue sango veut dire coalition ou alliance, visant à renverser le pouvoir du président François Bozizé. 4 mois plus tard, la Séléka va lancer une offensive fulgurante depuis le nord du pays qui va la conduire aux portes de Bangui, la capitale. Un cessez-le-feu est alors décrété qui permet l'ouverture à Libreville, au Gabon, d'une phase de négociation entre Bozizé et les leaders de la Séléka. Et il y a aussi présent l'opposition démocratique. Cette discussion débouche alors sur un accord dit de Libreville qui prévoit la constitution d'un gouvernement d'union nationale laissant une large place à l'opposition avec Nicolas Tchangay comme Premier ministre et réduisant sensiblement les pouvoirs du président en place. La trêve est hélas de courte durée car le 20 mars 2013, la Séléka décide de reprendre les hostilités arguant du non-respect des accords, notamment la libération des prisonniers politiques. 4 jours plus tard, soit le 24 mars, le régime de François Bozizé tombe, lui-même s'enfuyant pour se réfugier au Cameroun. Michel Djoto Dia, autant pour moi, prend alors les rênes à la présidence et le pays sombre dans le chaos, car il ne contrôle plus lui-même ses troupes. Depuis lors, pillage, viol, tuerie et exactions de tout genre sont le lot des Centrafricains. Ma première question est à l'intention de M. Rodrigue Omero Saturnin Barbé. En tant que Centrafricain, qu'avez-vous ressenti à l'annonce du coup d'État contre le général Bozizé? Merci madame. En tout cas, en tant qu'Africain, en tant que Centrafricain, en tant que personne qui connaît l'importance, qui a fait des études et qui connaît l'importance de ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que l'accession à un pouvoir par la démocratie, cela
ne m'avait pas plu. J'étais très déçu de ce qui s'est passé parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est comme si c'est un cycle qu'on ne peut vraiment pas interrompre. Chaque fois qu'on organise des élections et puis on dit bon, ça va aller, et puis c'est par un coup de force qu'on renverse un pouvoir. Et j'étais très déçu par rapport à cette situation. Par contre, en voyant la situation du pays, on se rend compte que l'ex-président Bozizé au pouvoir ne rendait pas la vie. Justement parce que ça faisait quand même longtemps que le peuple se plaignait de la mauvaise gestion du président François Bozizé. Oui, et ce peuple est resté muet, est resté comme dans une sorte de prison, et qui fait qu'il est là pour attendre des jours meilleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être fait. Donc il attend. Et on connaît comment ça fonctionne dans ce pays-là. À force de rester terrorisé, de ne rien faire, même quand les élections vont être organisées les prochaines fois, cette même personne va vouloir rester au pouvoir en utilisant les moyens qu'on connaît, soit les pressions, en utilisant soit des trucages dans les urnes et tout ça. Ça fait que il n'y avait pas d'issue. Et cette arrivée au pouvoir par la force, ceux qui ont renversé l'ex-président Bozizé, venait quand même en quelque sorte un soulagement pour le peuple. Et on se disait, bon... Et le peuple avait jubilé. Le peuple avait jubilé juste pour quelques secondes, mais après, on connaît la suite. José, vous, qu'avez-vous ressenti? Je dirais, en fait, je vais plutôt aborder dans le même sens que M. Rodrigue Barbé. J'ai plutôt un sentiment, je dirais, en tant que centrafricain, j'ai plutôt un sentiment je dirais, de colère, parce que à partir du moment où... par rapport au coup d'État. Par rapport au coup d'État, oui, d'abord, hein, oui, parce que le fait que aujourd'hui, la RCA, parmi tant de pays démocratiques, a une constitution, et que la constitution a été votée par tous les Centrafricains, je pense, et cette constitution normalement doit être respectée. Ce qui veut dire que pour prendre le pouvoir en RCA, on doit aller obligatoirement par des élections. Ceci étant, je dirais que ma colère est aussi apaisée dans le sens où, vu que le régime qui a été renversé, le régime du président Bozizé, en fait, avait beaucoup joué sur cette démocratie-là pour, je dirais, marginaliser la population africaine. Parce que on a vu que, après qu'il a pris aussi le pouvoir par les armes, il a organisé les élections. Le général Bozizé. Oui, il a organisé les élections, je crois, en 2003. Il a organisé en 2005. Il a pris le pouvoir en 2003, il a organisé en 2005. Ok. Merci pour votre contribution. Et donc, je pense même, par rapport à ce qui a été dit par les observateurs internationaux, cette élection, en fait, cette élection a été truquée. Okay. Et donc, voilà, il est resté au pouvoir. Et en 2011 aussi, il a organisé une deuxième élection. Une vraie mascarade électorale. Évidemment. Pour se maintenir. Donc en fait, ce qui fait que lui-même, en tant que chef d'État, il ne respecte pas la constitution qu'il a fait voter aux Centrafricains. Et aussi, dans les faits, on a vu que... Je vois que vous parlez avec beaucoup d'émotion, José. Oui, évidemment, parce que je suis vraiment touché par en fait ce qui actuellement la présidence africaine vit. Oui. Et donc, dans les faits, dans le passé, on a vu que
les richesses du pays ont été partagées par M. Bouchégé entre lui et ses proches. Et c'était visible. Alors, toutes ces situations-là ont fait que la population africaine en général en a marre. Comme quoi, quelle que soit la manière dont un président gère le pays, le coup d'État n'est pas une bonne manière de changer la situation. Non, je dirais non, vu que en fait, je suis aussi un homme de droit. Alors, du coup, moi, je dis, s'il y a en fait des textes de loi, on doit les respecter. Oui, évidemment. Donc, la coalition Seleka, son but principal en renversant le président Bozizé était de remettre de l'ordre au niveau de l'État centrafricain et d'organiser les élections pour qu'on puisse élire un président de façon démocratique. Mais à quel moment est-ce que la coalition Seleka s'est-elle détournée de son objectif pour entrer dans les exactions qu'on connaît actuellement? Et pourquoi? Bon, c'est que je pense que vous l'avez soulevé ici lors de votre présentation. La Seleka d'abord, c'est un groupe, je dirais, mixte, hétéroclite, qui est composé de beaucoup de sous-groupes. Il y avait un groupe qui est dirigé par monsieur, je crois, monsieur Noureddine. Il y a un groupe qui était dirigé par monsieur Dafan. Et aussi, il y a un groupe qui était dirigé par l'actuel président. Oui, donc, il y avait même le groupe de, comment on appelle, l'ex-ministre de Patassé, là. Abdel Miskin. Il y avait même les hommes de, comment on l'appelle encore, celui qui est maintenant à la présidence, là, celui qui a été ministre de la Défense de Patassé. Monsieur. Donc, Jean-Jacques Demafou. C'est un groupe constitué de plusieurs groupes de l'opposition. En fait, je ne dirais pas de l'opposition. On va dire pas seulement de l'opposition, alors plusieurs groupes. Oui, en fait, oui, parce que oui. Alors donc, ils se sont regroupés dans cette coalition, en fait, appelée la coalition Seleka. Et donc, voilà, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, je dirais, on ne connaît pas leur intention en tant que telle, parce que chaque groupe avait ses intérêts, ses ambitions à lui. Oui, ses ambitions. Donc, en fait, on ne peut pas connaître réellement s'ils sont motivés par le bien-être de l'État ou alors par les intérêts particuliers par rapport à chaque groupe. Donc, en fait, ça peut être comme dites que ça pourrait être comme un conflit d'intérêts aussi entre les membres. Je vais juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, ces groupes ont été constitués, des rebelles d'abord, ont été constitués parce que c'était des gens qui étaient avec Bozizé. Ils ont fait de la rébellion depuis la frontière du Tchad jusqu'à chasser Patassé. Quand ils sont arrivés... Avec Bozizé, pour chasser Patassé. Ils ont aidé Bozizé, qui n'était pas président. En fait, tout ce monde-là, c'est des gens qui ont travaillé avec Bozizé, qui ont combattu jusqu'à chasser le seul président qu'on n'a jamais élu en Centrafrique. Patassé. Oui. Maintenant, quand ils l'ont chassé, il s'est installé. Maintenant, il a commencé à créer des frustrations. Ça fait que ces gens, ils disent, ok, comme nous t'avons aidé à t'installer, à partir de là, tu nous ignores, nous, on va te renverser à nouveau. Et c'est comme ça que des petits groupes ont été constitués. Et ils n'arrivaient pas à le renverser par petits groupes. En fin de compte, ils ont décidé de se mettre ensemble pour essayer de venir. Ça fait que les objectifs n'étaient pas les mêmes finalement. Le seul objectif qu'ils avaient en commun, c'était de renverser Bozizé. Et chacun devait avoir ses intérêts. Et donc, ces intérêts n'étaient pas vraiment les intérêts du peuple. Et c'est ça qui explique le fait qu'ils se soient détournés en fait de ça pour continuer à faire des exactions. Pour ma troisième question, je voudrais savoir pourquoi... Parce qu'actuellement, le conflit a commencé parce qu'on voulait chasser Bozizé. Mais après, le conflit s'est transformé en une bataille de religion. D'ailleurs, Monseigneur Nestor Désiré Nongo Azerbi, évêque du diocèse de Bosangwa. Aziagbia, excusez-moi, je ne suis pas centrafricaine. L'évêque du diocèse de Bosangwa, au nord-est de la Centrafrique, disait
la rébellion est composée à 70% de Tchadiens, à 20% de Soudanais et 10% de Centrafricains. Ben là, on sait qu'il y a des Tchadiens, mais pourquoi est-ce que le conflit s'est transformé d'un conflit pour chasser le président Bozizé à une guerre de religion entre les musulmans et les chrétiens? Parce que c'est ce que la Centrafrique vit actuellement. C'est ce pressentiment que les gens ont pour le moment, mais je dirais en fait ce n'est pas encore arrivé à ce niveau. Ben, c'est juste que les Centrafricains ont constaté, c'est-à-dire les Centrafricains de souche, ceux qui vivent dans la République centrafricaine, ont constaté que dans la majorité des éléments de la Séléka, d'abord en fait ils sont à 70% des mercenaires tchadiens et complétés des mercenaires soudanais. En fait, ce sont des gens qui ont aidé le président actuel à prendre le pouvoir. Mais on a vu dans les médias comment les musulmans entraient dans les maisons chrétiennes pour abattre les gens. Comment vous pouvez dire que c'est pas encore un conflit religieux? Non, en fait, c'est que si c'est un conflit religieux, peut-être que, en fait, je peux vous dire actuellement peut-être que on ne peut aujourd'hui voir que les choses n'est pas à ce niveau. Parce que si c'est un conflit interreligieux, je pense même que peut-être qu'il va y avoir, je dirais, des massacres terribles. Mais c'est ce qui se passe. Oui, il y a des massacres terribles, justement. Oui, des massacres. Ben, en fait, les médias en parlent. Je dis, en fait, c'est pas trop, je dirais, en fait, pas trop visible. Monsieur Mabé, vous êtes d'accord avec Monsieur Massinga? Parce que les médias en parlent, on voit des quartiers comme Miskin où il y a beaucoup de musulmans. Les populations ne sortent plus de chez eux carrément parce qu'ils ont peur de la Séléka qui sont majoritairement des musulmans. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que cette histoire de religion-là, qu'on est en train de mettre devant, c'est des histoires. Parce que, vous savez, on a eu ce genre de problème en 1996, entre 1996 et 1997. Il y avait ce conflit. Quand Patassi est arrivé au pouvoir, on a commencé à mettre ça en avant. Que Baya Yakoma, nordiste contre sudiste. Mais ils n'ont pas réussi à aller loin avec ça. Parce qu'en fait, les Centrafricains, ils ne sont pas vraiment des tribalistes. Ils ne sont vraiment pas des tribalistes. Maintenant, pour rendre la situation un peu plus complexe en Centrafrique, il faut mettre en avant cette histoire de musulmans chrétiens. Les musulmans sont au nombre de combien? Ils ne sont pas majoritaires, ils sont 10%. Mais c'est ça qui est le plus surprenant, que les musulmans oppressent les chrétiens. Non, cette histoire d'oppression, je vous dis, c'est une histoire qui vient véritablement du nord de la Centrafrique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Quand les Tchadiens, aucun Centrafricain n'oppressait, aucun Centrafricain chrétien, comme on le dit, n'oppressait les musulmans. Il n'y en avait pas. Le problème, c'est que ceux qui sont arrivés, ce ne sont vraiment pas des Centrafricains. Ils viennent avec cet esprit de leur histoire de djihadisme et tout, donc ils veulent imposer des choses. Ce ne sont vraiment pas des Centrafricains. Mais c'est le vrai Centrafricain qui est musulman. Qui sont ceux qui sont derrière alors? Si c'est pas vraiment la guerre entre religions et que c'est juste moi, je vais vous dire un truc. Qui sont ceux qui sont derrière? Et à quoi est-ce qu'ils vont profiter de faire passer maintenant la crise centrafricaine pour un conflit entre musulmans et chrétiens? Moi, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quoi? C'est que les Centrafricains musulmans de souche, les Tchadiens par exemple, qui sont arrivés en Centrafrique depuis les années 80, qui ont vécu en Centrafrique, qui ont épousé des Centrafricains. Moi, par exemple, j'ai 3 sœurs qui ont épousé des musulmans, mais Tchadiens. Ce sont des neveux Tchadiens. Ils vivent en Centrafrique. Et ils n'ont pas de problème avec il n'y a pas de haine. Vous comprenez? Il n'y a pas de haine. Ce qu'ils sont en train de mettre maintenant. Qui ils, justement? C'est ça la question qu'on se pose. Je vous dis, il y a quelque chose qui vient du Tchad. Okay. Mais je crois qu'à l'international, il y a une main plus forte qu'on ne peut pas voir. Mais personne ne va se lever et vous dire que oui, c'est moi qui fais ça. Il y a ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, les histoires de Baya Yakoma, les histoires maintenant qu'ils sont en train de mettre sur les médias.
que tchadien et je dis musulman et chrétien, on peut l'arrêter. Si ces gens-ci deviennent honnêtes en disant, ok, il n'y a pas de problème entre musulmans et chrétiens, parce que c'est des étrangers qui viennent tuer. Et mettre en avant cette histoire de chrétiens musulmans. Pourquoi est-ce que les musulmans fuient et se cachent aussi dans justement parce que les chrétiens veulent prendre leur revanche. Mais on a entendu, je crois, il y a une semaine. Justement, que, c'est ce qui est dit. on a entendu il y a une semaine que les... C'était quel troupe déjà? Vous l'avez appelé en langue sango, je ne me souviens plus trop. Que les anti-Balaka. Les anti-Balaka, ce sont les anti-Balaka maintenant qui étaient constitués des chrétiens qui rentraient dans la maison musulmane pour tuer les musulmans. Je vais vous dire un truc. Il se passait quelque chose à l'époque où le président Patassé était au pouvoir. Les gens, ils racontent que au Tchad, les Centrafricains qui sont au Tchad ont été bastonnés, tués, quelque chose. Ah bon? Ils ont entendu, c'est les médias qui l'ont dit. Les Centrafricains de l'université de Bangui se sont levés pour agresser les Tchadiens qui sont étudiants. Les gens qui n'ont rien. Qui résident sur la cité universitaire. Oui, et qui sont en bon terme avec leurs camarades, mais on va les agresser. C'est des rumeurs. Et vous savez, les rumeurs dans les médias, c'est tellement dangereux. Il suffit juste de dire que les anti-Balaka sont allés dans tel village, ou dans tel village tuer les musulmanes, tuer les machins, pour que les gens qui sont là, qui entendent ça, ils vont maintenant dans les endroits des chrétiens pour aussi se venger. Monsieur Barré, et ça fait que c'est pas la population c'est pas les médias qui créent la rumeur, c'est la population qui donne la nouvelle aux médias et les médias les diffusent. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je fais juste le lien parce que la communication en ce moment, c'est beaucoup plus dans les radios, RFI et autres. Et dès qu'on entend un truc du genre, pour créer un trouble ici, on vous dit, vous savez, on vient de tuer les musulmans là-bas. Et quand ils apprennent ça, eux, ils n'ont pas à réfléchir. Ce n'est pas des Centrafricains. Eux, ils vont, c'est pour tuer. Ils ont laissé leurs parents de l'autre côté. Ils viennent là, ils tuent qui ils veulent. Dès qu'on dit que c'est des affaires de chrétiens musulmans. Donc, au fond, c'est pour ça que je suis d'accord avec lui, c'est que cette histoire du génocide chrétien-musulman, normalement, ça ne devait pas exister. Mais c'est des trucs qu'on est en train de monter et on ne va même plus gérer ça à un moment donné. Et les médias mettent de l'huile sur le feu. Oui. Mais ils ne font que relayer l'information. En fait, pour compléter ce que monsieur Barré disait, je pense qu'il faut aussi comprendre que il y a aussi une situation, je dirais, d'assimilation qui est là. Parce que le fait qu'on a vu les gens de la Séléka, ils sont partis tuer des femmes, piller, violer. Et en fait, lorsqu'ils se présentent, on les voit automatiquement comme des musulmans. D'abord pas comme, mais ce sont que des musulmans. Alors du coup, ceux qui sont là, c'est-à-dire les hommes, ont vu que finalement, on dit les Séléka sont venus pour nous libérer des jours du président Bozizé, mais pourquoi alors on vient encore nous tuer? Et ceux qui viennent nous tuer sont que des musulmans. Automatiquement, ils se sont créés. En fait, ils se sont fait créer des petits groupes appelés anti-Balaka. Et en plus, je vais vous dire, le phénomène d'anti-Balaka n'est pas aujourd'hui. C'est depuis parce que, je crois que c'est dans les années 80-90, on avait ce phénomène-là. Des coupeurs de route et des Mais est-ce qu'à l'époque, les Balaka, c'était seulement des chrétiens? Parce qu'apparemment, c'est beaucoup plus des chrétiens aussi qui viennent à la revanche. En fait, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Donc, pendant ces moments, c'est-à-dire dans les années 80-90, il y avait déjà ce nom-là. Oui, ce nom anti-Balaka. Ce nom anti-Balaka. Mais, bizarrement, en fait, c'était que des peuls.
des peuples qui sont aussi musulmans. Musulmans, en fait, ils s'attaquaient à ceux qui venaient de l'extérieur du pays. De l'extérieur, les voler ou encore pour piller leur terre, tout ça. Donc tu vois, alors je pense ceux qui sont aujourd'hui des anti-Balaka veulent seulement défendre le peuple centrafricain, pas les musulmans ni les chrétiens. En fait, oui, leurs biens, leurs enfants, femmes. Donc, moi, je ne vois pas ici une revanche des chrétiens contre les musulmans. Oui, des chrétiens contre les musulmans. Ou encore, en fait, on peut loin aller dire que ben, c'est une guerre interreligieuse. Non. Moi, en fait, je ne suis pas là à ce niveau. Quoi. Oui, bah, donc, c'est ce que je peux dire. Et puis, il n'y a pas en principe, ça ne devrait pas exister. Les gens, quand ils se retrouvent dans des trucs chrétiens, catholiques, parce que quand les gens sont arrivés, ceux qui ne sont pas centrafricains, sont arrivés à Bangui ou en Centrafrique, ils vont attaquer les infrastructures chrétiennes, les infrastructures catholiques en particulier. Quand ils sont arrivés pendant cette crise-ci? Oui, okay. Quand ils ont commencé à prendre le pays, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Parce qu'ils sont que des voleurs. C'est parce que c'est des voleurs, oui. Mais c'est facile pour eux de s'attaquer. Et quand ils ont commencé à s'attaquer aux infrastructures catholiques, d'où cette idée oui. de voir seulement chrétiens, musulmans. Surtout que les catholiques sont les plus nombreux. Voilà, c'est beaucoup plus les protestants en Centrafrique. Les chrétiens, je veux mais dire. les catholiques, ils sont bien structurés. Ils ont des nantis avec des voitures. Voilà. Et les prêtres catholiques souvent ont ont des maisons, des voitures qui des magasins en fait qui provoquent je dirais des convoitises en fait, donc c'est une confusion qui vient du fait que les chrétiens sont les plus nantis. C'est des grands commerçants et pas des chrétiens, mais des prêtres chrétiens apparemment en fait. Quand je dis chrétien, ça regroupe tout ça. Catholiques en fait. Oui. Quand ils sont arrivés, selon les informations que nous avons reçues, quand ils sont arrivés, ils devaient en profiter pour piller, voler des choses et rentrer. Mais qui est-ce qu'ils vont piller, puisque la majorité des populations centrafricaines, qui sont, on peut dire, chrétiennes, celle-là n'a pas assez de moyens, n'a pas les moyens qu'il faut, parce que les salaires n'étaient pas bien payés. Il y avait, c'est-à-dire l'administration publique a vraiment perdu son élan dans les arrière-pays, par exemple. Et quelles sont les structures qui étaient encore solides? C'est les structures des Nations Unies et les structures beaucoup plus catholiques. Et ces structures catholiques permettent déjà à ces voleurs-là, qui viennent d'ailleurs, de prendre des choses de force. C'est pour ça qu'ils s'attaquaient, pour moi, ça c'est mon observation à moi, c'est pour ça qu'ils s'attaquaient à des trucs catholiques pour voler les voitures, voler les téléviseurs, les ordinateurs et tout, et rentrer avec. Et semble-t-il même, là, au début même de l'installation de la Séléka à Bangui, la plupart des véhicules de commandement, les véhicules de l'État, c'était les véhicules des prêtres. Oui. C'est des véhicules qu'ils avaient arrachés et la plupart même de ces véhicules ont traversé la frontière centrafricaine par le Tchad et par le Soudan. Justement, parlant du Tchad, quel est le rôle du Tchad dans le coup d'État de mars dernier? Vous savez, le Tchad a toujours été un pays qui devait être ensemble avec la Centrafrique. C'est-à-dire, quand on voit l'histoire même de la Centrafrique selon le truc de Boganda, il y avait les idéologies de Boganda. Il y avait des Tchadiens qui venaient travailler en Centrafrique, surtout au sud. Il y avait des Centrafricains qui allaient travailler au Tchad. Donc on était... Ce sont deux pays frontaliers. La Centrafrique, c'est carrément au cœur. C'est-à-dire qu'elle est entourée de plusieurs pays. Mais le Tchad a un lien plus attaché parce que tout le nord de la Centrafrique, c'est le Tchad. Ça fait que... Tout le nord de la Centrafrique, c'est le Tchad. Oui. C'est-à-dire que le Tchad, la frontière avec... La seule frontière que nous avons au nord n'est que la frontière tchadienne. Okay. Ça fait que tout ce que nous faisons le Tchad, quand il y a un problème au Tchad, et que les Tchadiens ne peuvent pas, c'est-à-dire l'armée, je donne un exemple, l'armée tchadienne repousse par exemple des mouvements rebelles, ils descendent en Centrafrique. Et on a connu la plupart des temps à l'époque de celui qui est en prison en ce moment au Sénégal, Hissène Habré. À l'époque de Hissène Habré,
on connaissait les réfugiés tchadiens qui venaient beaucoup plus en Centrafrique. J'ai même une soeur qui a épousé un Tchadien, mais qui a été réfugié, et donc les années 80. Ça fait qu'on a un lien. Même il y a des parents centrafricains qui sont de l'autre côté, qui ont des familles, et c'est difficile de sentir que c'est des étrangers. On est des parents. Maintenant, les politiques. Et quand quelque chose se passe mal au Tchad, ils fuient, et puisque nos frontières ne sont pas très bien gérées, ne sont pas très bien sécurisées, à un moment donné, ils entrent facilement. La plupart des mouvements rebelles que nous avons connus en Centrafrique, même dans les années 80, ça vient du Tchad. Le Tchad sert pour la plupart du temps de base arrière à nos rebelles. Bozizé est parti au Tchad avant de descendre. Justement, qu'est-ce que le Tchad gagne à renverser Bozizé, alors que c'est ce même Tchad qui a aidé Bozizé à renverser Patassi? Ça, bon, en fait, pour ne pas couper M. Barbet, je pense que c'est une histoire vraiment compliquée parce que tout le monde sait que, ou encore c'est aussi officiel parce que le président Déby lui-même il a dit qu'il va aider le président Bozizé à prendre le pouvoir. Oui. Ben moi je dirais plutôt il s'agit que des intérêts, des intérêts, je dirais, politiques. Aujourd'hui, le pétrole, je dirais, tchadien, est géré dans la majorité, par des Chinois et des Américains. Lui, Bozizé, il a fait une erreur. Il a fait une erreur de donner le pétrole sud-africain aux Chinois et aux Sud-Africains. C'est ça le problème. Et à partir du moment où on n'a plus les mêmes intérêts, alors ça devient maintenant compliqué pour qu'on puisse je dirais, s'unir pour avoir des mêmes ambitions et... mais je ne comprends pas toujours l'intérêt du Tchad. Parce qu'il y a le pétrole ici au Tchad, on est d'accord là-dedans, qui est exploité. Ils ont même créé un pipeline jusqu'au Cameroun. Mais pourquoi pourquoi le Tchad en voudrait à la Centrafrique si la Centrafrique décide de faire exploiter son pétrole par la Chine et l'Afrique du Sud, comme vous avez dit tantôt? Oui, ben c'est que il y a un problème qui est là, je dirais même le mal africain. C'est que les dirigeants africains se laissent toujours malmener ou encore, je dirais, manipulés par les dirigeants qui ont des moyens, pour ne pas dire occidentaux. Oui. Donc, le fait que le président Déby, qui était un bon ami du président Bozizé, qui l'a même aidé à prendre le pouvoir, lui et Bozizé se sont laissés manipuler. Mais là, tantôt, vous avez parlé de la Chine et de l'Afrique du Sud. L'Occident ne fait pas partie de ces deux pays-là, quand même. Oui, ben... Qu'est-ce que l'Occident a à voir avec ça? En fait, c'est qu'il y a... il y a aussi la présence des Américains. En fait, il faut comprendre que c'était les Américains qui avaient acheté dans un premier temps le pétrole centrafricain pendant le régime du président Patassi. Bozizé, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a vendu, il a repris le pétrole centrafricain entre les mains des Américains, il a donné aux Chinois. Et ça a créé des problèmes et c'est même allé jusqu'au niveau de l'autre,
comment on appelle ça, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, ce qui fait que les Américains ne sont pas, je dirais, d'accord avec ça. Okay. Et donc, on voit que c'est vraiment possible que les Américains et aussi les Français, parce que si on voit que Total aussi voulait avoir le pétrole africain et que ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, je pense que c'est un problème vraiment plus complexe. Monsieur Gardé, je ne sais pas une crise enrichie par les... Non, mais honnêtement... Les richesses de la Centrafrique, honnêtement, par les richesses de la Centrafrique, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. Honnêtement, comme il l'a dit, le problème de la Centrafrique, il est profond. C'est juste que, vous savez, c'est comme il l'a dit, le mal africain, c'est aussi ça. Tous les pays qui ont un petit quelque chose, une petite richesse là, et que pour que ce soit exploité par les multimédias, parce que ce n'est pas forcément les hommes politiques occidentaux qui le font, mais c'est les multimédias qui ont la même mise, la même force. Les multimédias comment? Les multinationales. Ah d'accord. Les multinationales qui ont la même mise sur certains biens, comme par exemple les histoires de pétrole, ils parlent de Total et Elf et autres. Donc ils ont besoin de continuer à avoir la même mise. Et ces personnes ont des influences sur leur politique. C'est-à-dire que c'est des gens qui exploitent du pétrole, par exemple, au Tchad, mais ils ont des influences sur les hommes politiques de leur pays. Ça fait que la plupart des décisions que les politiciens prennent sur ces genres de pays, en général, c'est en lien avec ces multinationales-là qui sont sur place. Ça fait que la Centrafrique, les Occidentaux, surtout le lien que nous avons avec, par exemple, la France, c'est-à-dire un lien... La fameuse Franco-Afrique. Oui, bon, pas d'abord ça, mais en fait, la colonisation nous a liés. Et puis, c'est la même chose avec tous les pays africains. Oui, enfin pas tout. La plupart, dans l'Afrique francophone. Et moi, je voudrais revenir sur le Tchad parce que le Tchad, j'étais en train de dire que c'est un pays frère. Et c'est difficile de dire que les Tchadiens sont différents des Centrafricains. Il y a des musulmans, et puis il y a des musulmans centrafricains aussi. Le problème, c'est que le Tchad vise aussi quelques intérêts en Centrafrique, que je ne suis pas géologue ou politicien pour identifier ça, mais ça, soyez-en sûrs. Il y a des choses qui se disent en dessous de la politique que nous avons aujourd'hui. C'est que, vous savez, le lac Tchad, le fleuve Ubangui alimente. C'est le fleuve Ubangui qui alimente le lac Tchad. À un moment donné, le lac Tchad a besoin d'un certain nombre de choses en Centrafrique, par exemple le bois. Il y a plein de choses. Et vous allez entendre à un moment donné que... Est-ce qu'il y a des minéraux en particulier en Centrafrique que le Tchad ne possède pas? L'or, le diamant, il y a tout ça là qui intéresse le gouvernement tchadien. Bon, enfin, je dis gouvernement, j'exagère, je suis allé trop loin, mais qui intéresse la politique tchadienne en ce moment. Et donc, il est important que aussi la politique tchadienne voudrait que le Tchad devienne quand même un pays assez important dans la sous-région Afrique centrale. Donc, il commence par exemple le Tchad à envoyer des militaires au Mali, ça fait sur le plan international, ça fait sa valeur. Et vous savez que le Tchad, la plupart des rebelles tchadiens qui ont dérangé au milieu des années 2000, jusqu'à la fin, mais ce sont ces rebelles-là qui n'arrivaient pas à faire des choses ailleurs, qui descendent en Centrafrique. Les Abdoulaye Miskin, les autres là, ils sont descendus en Centrafrique parce que le territoire n'était pas bien protégé. Et quand ils arrivent ici, ils font des exactions, ils créent des choses et ils se sont joints à ceux-là qui étaient des mécontents de Bozizé et qui se sont dit qu'ils veulent absolument chasser Bozizé. Donc le Tchad, en dehors du fait qu'il a quelques intérêts sur le territoire et qui veut même réduire le territoire centrafricain en essayant d'installer, de prendre quelques affaires pour que ça devienne son territoire, ne s'amuse pas. Et autre chose, et ça n'engage que moi. Et vous savez que le Tchad
aujourd'hui, on peut dire que le Tchad est un pays en Afrique centrale qui peut être le chouchou de la France, par exemple. France-Afrique. Le Tchad peut s'offrir quelques caprices en ce moment. À cause de son pétrole? Justement. Donc, il y a des choses qui amènent le président tchadien à décider des choses, à s'imposer en Afrique centrale. C'est pour ça qu'au Cameroun, même le président camerounais n'est pas d'accord de certain nombre de choses qui se passent en Centrafrique parce que le Tchad a la même mise. C'est le Tchad qui envoie la plupart de ses contingents en Centrafrique pour protéger le pouvoir actuel et tout ça. Et semble-t-il, les rumeurs pourraient même que ce sont ces militaires tchadiens qui travaillaient pour la FOMA qui ont aidé les rebelles à entrer véritablement au pays. Mais nous, on n'a pas de preuves. Mais ça, c'est des rumeurs. Et les rumeurs ne courent pas n'importe comment en Centrafrique. C'est parfois des réalités. Alors, quand il est là, il a besoin de répondre à un certain nombre de besoins politiques qui viennent de l'Occident. On n'a pas les yeux, les preuves pour dire que ça, en fait, ça vient de là. Ce qui est là en ce moment, c'est que le gouvernement tchadien a besoin d'un certain nombre, enfin, la politique tchadienne a besoin d'un certain nombre de choses en Centrafrique pour renforcer son image sur le plan international. Sauf que on utilise ça très mal. On met en avant les chrétiens, les affaires de chrétiens et musulmans pour faire du mal aux gens et faire du mal aux Centrafricains. Le Tchad et la Centrafrique, le peuple tchadien et le peuple centrafricain, c'est des gens, parfois on peut se tromper, c'est des cousins, c'est des frères. Et ce qui se passe aujourd'hui, et je suis sûr que d'ici demain, si on installe bien une armée et qu'on décide de se protéger l'un et l'autre, je pense que la Centrafrique et le Tchad n'ont véritablement pas de problème. Sauf que le peuple centrafricain ignore même de ces histoires de pétrole. Le peuple centrafricain s'en fout. C'est des innocents, c'est des victimes. Il veut juste être en paix. Voilà, la paix, juste. Le pétrole, la vie, c'est que le pétrole, ça lui sert à quoi? Ça dit, le peuple qui n'est pas allé à l'école. Parce qu'en Centrafrique, au moins 80% de la population n'a pas accès à l'éducation, à l'école du blanc, comme on le dit. Et ça va s'empirer. Et lui, il ne sait même pas que le pétrole, c'est quoi? Qui est derrière quoi? Mais moi, je voudrais souligner un peu, vous avez parlé tantôt de territoire mal sécurisé en parlant de la Centrafrique. Que devient l'armée alors dans tout ça? Parce que c'est l'armée qui est supposée assurer la sécurité dans un pays. Est-ce qu'ils sont partis avec l'ancien président Bozizé? Que devient l'armée? On ne la sent pas du tout là. Vous savez, un pays qui évolue de coup d'État en coup d'État, c'est un pays qui se construit militairement avec beaucoup de difficultés. José parlait dans nos conversations avant le début de cette émission de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait une armée qui a tenu tête contre une rébellion jusqu'au bout. Mais c'est seulement grâce à l'intervention internationale que cette armée a lâché. Et vous savez, quand une rébellion arrive, l'armée qui est là se sent humiliée. Frustrée. Et même, à la limite, il y a des gens qui se font tuer. Et donc, il y a toujours trouble à l'intérieur. Même si on reconstruit une armée, il y a toujours des conflits. C'est la même chose qui s'est passée aussi au Mali. On dit béret vert, béret rouge. Vous voyez, ce n'est pas évident. En Centrafrique encore, c'est pire. Pourquoi? Parce que après chaque 5-10 ans, il y a une rébellion qui arrive, qui chasse l'autre et qui s'installe avec son armée, qui constitue son armée. Le temps pour lui de constituer son armée, il y a une autre rébellion qui arrive. Et ça fait que construire une nouvelle armée. 6 présidents, parmi lesquels un seul a été élu démocratiquement. Donc, le reste, c'est des coups d'État. Au fur et à mesure que ces politiciens se font renverser, ou ces hommes se font renverser par les coups de force, ceux qui arrivent là, c'est une nouvelle armée qui se constitue. C'est une nouvelle armée. Ils arrivent, ils ont déjà aidé à t'installer. Maintenant, ils veulent faire partie du gouvernement. Faire partie la sécurité. De la réussite. Donc, ils veulent aussi être employés. Avoir les employés, il faut les payer. Et donc, ceux qui étaient d'abord là, ils font comment? Ça fait que construire une vraie armée, ce n'est pas évident. C'est pour ça que même Bozizé, qui a été un militaire, n'a pas pu. Et
Et en plus, en fait, pour compléter ce que Rodrigue vient de dire, je pense que le problème est que le président Boézé ne voulait pas construire une armée centrafricaine. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, lui, je dirais, c'est quelqu'un qui avait peur. Si Qui se fait renverser oui. Par l'armée. Oui. En fait, on a vu dans le passé la force de l'armée centrafricaine. On a vu ça dans le passé. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir, et en plus, lorsqu'il était venu pour prendre le pouvoir, c'est grâce aux soldats tchadiens qui l'ont aidé. oui, voilà. Donc, il avait vu comment l'armée centrafricaine était forte. Mais lui-même, lorsqu'il a pris le pouvoir, tellement qu'il avait peur des coups d'État, parce que lui-même, il a pris le pouvoir par un coup d'État, donc il avait peur. Donc, il voyait mal une armée qui, en fait, pour constituer lui-même sa ruine par la suite. Si. Donc, ce qui fait qu'il a géré, l'armée centrafricaine comme je dirais, en fait, une famille. C'est comme si, oui, on peut tout faire. Non, le fait que il a laissé son fils ministre de la Défense pendant des années. On a vu que rien en fait n'a été efficace. Et en fait, en plus de ça, en fait, au lieu de construire une armée représentative de la population africaine, c'est-à-dire en fait une armée dans laquelle il y a toutes les ethnies de la RCA, pour lui, en fait, ça n'a pas été le cas. Et le fait que c'est seulement concentré entre les gens de sa région et lui, on a vu que les autres se sont révoltés. En fait, ce qui fait que même lorsqu'il avait je crois que c'était en 2005, il a mis je crois 300 officiers en retraite qui ne sont pas de la même ethnie que lui. Ça alors. Donc, maintenant, ça a fait que ça crée des frustrations. Et en plus, de la constitution des Séléka. Et en plus, maintenant, ces officiers-là étaient formés aux États-Unis ou encore en France. C'était des braves types. Qui pouvaient défendre le pays. D'où la frustration de ces groupes qui sont constitués former la coalition Séléka. Bon, en fait, c'est pas forcément, mais en fait, il y avait des. Ce que je vous dis, c'est qu'il y avait comme des mésententes de toutes parts. Tout ça. Donc, en fait, ce qui fait que même les trois quarts de la population avaient souhaité le départ de Boézé. Donc, en fait, ce qui fait que pendant tout son règne, il n'y a pas eu en fait une armée en tant que telle en République centrafricaine. Je vais juste ajouter quelque chose par rapport au pouvoir du président Boézé. C'est que les Centrafricains, ils ont été libérés. Ils se disaient libérés parce que avec le président Patassé, le pays n'allait plus bien, c'était assez difficile, c'était trop complexe. C'était la première fois que le pays avait un président démocratiquement élu. Ça fait qu'il y avait tellement de problèmes. Bon, maintenant, lui, quand il est arrivé, il a pris le pouvoir, sauf que il n'a presque rien fait, mais il ne fait que détruire ce qui existait déjà. Les officiers, quand on parle des officiers par exemple, ça dit qu'il détruit l'armée en mettant de côté ses officiers. Et il y avait même des systèmes qui faisaient que des gens qui étaient assez forts militairement, intellectuellement, hein, on les mettait de côté, mais on trouvait des moyens pour les faire disparaître, entre guillemets. Enfin, je pèse mes mots. C'est pour dire que il manquait vraiment une
vraie volonté de faire avancer le peuple. Moi, je parle du peuple. De faire avancer le pays, une vraie volonté. C'est-à-dire que quand on est là, on profite du temps parce que demain, peut-être, on ne sera plus là. Et donc, c'est grave pour moi parce que lui, à un moment donné, j'ai entendu, quand j'étais au pays, j'ai entendu parler d'une grève que les étudiants avaient manifesté, du genre, pour demander une meilleure condition d'études, une meilleure condition d'enseignement, de vie pour les enseignants et tout. Mais il a dit, écoutez, foutez-moi la paix, moi je suis devenu président, est-ce que j'ai été à l'université? Mes enfants que vous voyez, est-ce qu'ils sont devenus ministres et autres, est-ce qu'ils ont été à l'université? Ça c'est grave. C'est grave pour un pays moderne. Ça c'est grave. C'est grave parce que... Parce qu'on sait que le succès, la réussite d'un pays passe par l'éducation Voilà. de sa population. Vous voyez un pays voisin comme le Cameroun, aujourd'hui le nombre de diplômés en maîtrise, ils sont pleins dans la rue en train de faire des petites activités. Mais ces petites activités se développent très vite. Vous savez pourquoi? Parce que intellectuellement ils sont bâtis déjà. Ils savent que comme je suis allé à l'école, j'ai été un homme de lettres par exemple, mais ayant la chance d'étudier, de savoir que je peux me développer, je peux analyser, je peux me dire que okay, si je regarde ça comme ça va fonctionner. Si je me lance dans le commerce, voilà comment je pourrais faire. Déjà, il n'a pas étudié en économie, mais il peut déjà réfléchir à faire développer des choses. C'est pour ça que les petites et moyennes entreprises fonctionnent beaucoup plus au Cameroun, par exemple. Mais chez nous, les gens, d'abord, on ne permet pas aux enfants d'aller ne jusqu'à l'école, de l'école maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire. On s'en fout de ça et on insulte même ceux qui sont allés jusqu'en terminale. N'en parlons même pas des gens qui sont allés à l'université. Ça, c'est aberrant, c'est tellement frustrant. Donc, le pays a besoin de politiciens, mais le pays a aussi besoin des intellectuels. Des gens doivent aller à l'école. Et pour moi, pour que ce pays aille de l'avant, on a besoin des gens, c'est-à-dire l'école pour tous, c'est-à-dire que les gens ont le droit d'aller à l'école. Si on a au moins 80% de personnes analphabètes pour un pays moderne, ce n'est pas normal. Mais pour ce faire, justement, il faut que le pays ait d'abord la paix. Et on sait qu'aujourd'hui, la France a déployé 1600 troupes. En fait, c'est ce que le président Hollande disait, qu'il va falloir il va envoyer au trop 1600 troupes, autant pour moi en Centrafrique, pour d'abord sécuriser le pays et ensuite procéder à l'organisation des élections au plus tard pour 2015. Est-ce que vous pensez que ce projet est réalisable? Bon, en fait, pour un Centrafricain, je dirais... Est-ce que c'est réaliste et réalisable? Je souhaite de tout mon cœur pour un Centrafricain déjà, oui, mais je pense que ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile parce que les ACA, c'est un grand pays où en un jour, un mois, où en fait on peut le sécuriser. Le territoire est vaste. Est vaste, évidemment. Apparemment plus que la France et la Belgique réunies. Réunis, évidemment. Donc, je pense que ça sera un peu compliqué. Ça sera compliqué. Comme aussi, en fait, on a eu en fait, comme information que les pays africains vont aussi aider à ce que le nombre de soldats, puisse être plus élevé. Plus élevé jusqu'à 6 000. Donc, c'est déjà intéressant. Alors, en fait, on ne peut qu'espérer. Mais de dire que d'ici février, en fait, avant 2015, on puisse organiser les élections, pour moi... Monsieur Barbé, est-ce que c'est un projet réaliste? Le président Hollande l'a dit, l'idée est, je le soutiens, d'aller au plus vite possible vers les élections avant 2015. Est-ce que c'est réaliste et réalisable? Oui, mais bon, d'abord, je voudrais avant d'intervenir là-dessus, d'abord remercier la communauté internationale à travers la France qui a tellement frappé sur la table au niveau de l'ONU pour que les Centrafricains, nos compatriotes, nos familles qui sont au pays, qui sont en train de souffrir, puissent voir une petite lueur d'espoir, de tranquillité. Donc, il y a d'abord
cette France-là, il y a aussi les autres pays africains, malgré leurs moyens très limités, qui se déploient quand même. Donc, le Cameroun, le Tchad, le Congo, les autres pays qui donnent, hein, le Gabon, qui donne quand même un coup de main pour que le pays aille de l'avant. Maintenant, on se demande, est-ce que avec le nombre de personnes, de soldats qui sont déployés en ce moment, est-ce que ça va stabiliser en fait, mettre d'abord la paix au pays, le stabiliser, organiser les élections. D'abord, je ne suis pas stratégique en matière de conflits comme ça, là. Je ne suis pas stratégique en fait, mais ce que j'ai observé, et en lisant les rapports, en suivant les informations à la télé, je me rends compte que c'est d'abord très insuffisant. Très insuffisant parce que le Premier ministre Nicolas Tchanga l'a dit, c'est extrêmement insuffisant, mais c'est quand même quelque chose. C'est un bon début qu'il faut vraiment louer. La France même, les soldats français qui sont en ce moment à Bangui, disent même qu'ils croyaient que la situation était simple, mais c'est assez compliqué qu'ils le... Donc il faut juste espérer, comme José le dit. Merci. José, le temps nous tient à la gorge. Un dernier mot pour la fin. Ben, d'abord, je souhaite la paix à tous les Centrafricains, que ce soit les Centrafricains qui vivent à l'extérieur de la RCA et ceux qui sont au pays. Et je dis plutôt à celui qui, à la fin de toute cette procédure, c'est-à-dire de la paix, de la conciliation, c'est-à-dire à celui qui va prendre le pouvoir de prendre et de suivre un exemple simple, en fait, celui du président Mandela. Okay. En fait, c'est un homme qui a marqué l'Afrique, qui n'a pas voulu du pouvoir, parce que lui, pour lui, c'était mettre la paix. La paix et je dirais éradiquer le racisme, surtout évidemment, en Centrafrique, perd son âme au président. Évidemment, en fait, il voyait plutôt l'intérêt du peuple sud-africain. Au lieu de son intérêt personnel, comme pour la plupart des dirigeants. Donc, en fait, je souhaite plutôt à celui qui viendra prendre le pouvoir de ramener la paix en Centrafrique et de suivre l'exemple cher du président Mandela. Monsieur Barbé, un dernier mot pour la fin. Donc, je suis de tout cœur avec les forces internationales qui sont en ce moment au pays, même comme ils sont là pour aider, mais je pense qu'il faut que le problème soit réglé de manière profonde. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire circuler des rumeurs. Et en Centrafrique, les rumeurs, c'est tellement important. Donc, il suffit juste de dire que, ben oui, on a tué tel là-bas, et ces rumeurs-là, ça va vite, parce qu'on est des Africains, en fait. La population se soulève. Oui, on est des Africains, c'est-à-dire qu'on vit des trucs de bouche à oreille. Ça fait qu'en Centrafrique, dès que tu dis qu'on a tué tel ici, là, au fin fond du quartier, tout le monde est déjà au courant. Donc, il suffit de dire qu'un musulman a tué un chrétien pour que tout le monde se soulève et puis ça devient donc un conflit. Il faut vraiment qu'on arrête de dire ce genre de choses pour pousser les gens à pousser notre pays à devenir comme le Rwanda. Nous, on a besoin vraiment, et ce peuple a besoin d'éducation. Et il faut vraiment que qu'on organise véritablement les élections et que ceux qui vivent à l'extérieur là, qui abandonnent le pays là, qu'ils rangent. Je pense que quelqu'un comme José, qui étudie en administration publique, ça c'est des gens qui sont jeunes et qui pensent que le demain revient à ceux qui prennent la vie du pays en main. Et quelqu'un comme moi qui étudie dans un domaine artistique, nous avons tout à apporter à ce pays. Donc il faut que les gens commencent à penser qu'il faut rentrer. Il faut d'abord pas laisser le pays en sécurité pour qu'ils puissent rentrer aussi. Il ne faut pas laisser le pays entre les mains des bandits. Parce que tout ce qui arrive là, c'est des bandits qui arrivent. Mais il faut que le pays soit sécurisé. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pour que le pays soit sécurisé, il faut vraiment que l'ONU, si elle entend ce que je suis en train de dire, qu'elle ajoute le nombre
soldats et que l'Union africaine, comme elle l'a déjà commencé, prenne en main la situation et que désormais, d'ici quelques années, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui se sécurisent, qui connaissent leur pays. Merci Monsieur Audric Barbé d'avoir été avec nous. Merci José d'avoir été avec nous. Merci à Maïssa Pembe, notre caméra woman et la productrice de cette émission. Je suis José Ramza Barbé pour vous servir. À bientôt. Bye bye.